Professeur Eric Combe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors le matin sur RMC et BFM TV, des médecins, de nombreux médecins. Pourquoi est-ce que j'invite beaucoup de médecins en ce moment? Parce que nous voulons savoir, parce qu'il y a urgence, parce que les médecins que nous recevons sont indépendants. Je ne cesserai de le répéter. Pas de communication, de l'information. On est là pour savoir. Alors sur l'épidémie, où en est-on? Sur les variants du virus, que craint-on? Sur la vaccination, tiens, la vaccination. Vous êtes vacciné, Eric Combe? Oui, je suis vacciné depuis dimanche. Depuis dimanche? Oui, et je vais bien, vous voyez. Et vous allez bien. Ouais. Donc vous avez reçu le vaccin, nous sommes mercredi, dimanche et tout va bien. Quelques effets indésirables ou pas? Oui, j'ai eu mal au bras pendant 24 heures, mais même pas au point de prendre un antalgique. Donc non, ça s'est bien passé et je pense que c'est important d'être vacciné. C'est important d'être vacciné. Vous avez commencé la vaccination à la Pitié-Salpêtrière? Non, je me suis fait vacciner à l'Hôtel-Dieu parce que mon centre à la Pitié-Salpêtrière n'était pas ouvert. N'était pas ouvert. Et il n'a ouvert qu'hier et je ne savais pas quand est-ce qu'il allait ouvrir. Comme je voulais me vacciner le plus rapidement possible, j'ai été me faire vacciner à l'Hôtel-Dieu. Voilà. Bien. Je pourrais embrasser mes enfants à la fin du mois. À la fin du mois. Professeur Eric Combe, nous allons revenir sur la vaccination, évidemment, sur les mesures qui ont été décidées, mais je voudrais que nous regardions ensemble la situation épidémique aujourd'hui en France. En Grande-Bretagne, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Près de 61 000 cas en 24 heures. Des morts en grande quantité. En Allemagne, c'est aussi catastrophique. Plus de 1000 morts. Et je ne parle même pas des États-Unis où là, on en est à 3500, 3600 morts par jour aux États-Unis. La situation s'aggrave dans de nombreux pays. Apparemment, en France, tout est encore sous contrôle, si je puis dire. Quelle est la situation dans notre pays, Eric Combe? Disons qu'en France, pour le moment, on est juste sur la ligne de crête, où on peut basculer soit du mauvais côté, soit du bon côté. Oui. Donc il faut être très très prudent. Très prudent. Ouais. Pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas d'indice sur les conséquences de Noël et du jour de l'an. Noël, on commence à avoir un peu des indices. Le jour de l'an, bien évidemment, on n'en a pas encore. On n'en a Mais pas encore. Vous avez remarqué que le nombre de cas a quand même augmenté en France au cours des derniers jours. On est à plus de 20 000. Donc. Voilà, on est à plus de 20 000. Le nombre de cas augmente doucement en France. Heureusement, il n'augmente que doucement pour l'instant. Espérons que ça ne va pas s'aggraver. Mais il y a un conseil de défense qui commence là, en ce moment même. Si vous étiez présent, si vous siégiez à ce conseil de défense, est-ce que vous recommanderiez un reconfinement en France? Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour recommander un confinement général, en tout cas. Général, oui. Peut-être qu'un reconfinement local sera envisagé dans certains endroits. Ça, je ne sais pas, parce que je ne connais pas assez bien la situation loco-régionale. Mais je pense qu'on saura dans quelques jours, on saura s'il va falloir reconfiner ou pas. Mais il n'est pas inenvisageable qu'il faille reconfiner. Il n'est pas inenvisageable qu'il faille reconfiner. Ça dépend si l'épidémie nous échappe. On saura dans 8-10 jours. Voilà, c'est ça. Pour ne pas se retrouver dans la situation de l'Angleterre. La Grande-Bretagne est reconfinée, l'Allemagne pratiquement reconfinée. Même en Italie, des restrictions sont prises, de nouvelles restrictions. Écosse, en Espagne, en Écosse, oui, un peu partout. Ouais. Peu partout. Il y a des pays qui échappent pour le moment encore. Mais bon, on va voir. On va voir. Dans tous les cas, pas d'assouplissement des mesures déjà prises. Ah non, là je crois que malheureusement on ne peut pas se permettre d'assouplir les mesures déjà prises. Il faut être très très clair là-dessus. Si on assouplit les mesures déjà prises, comme on est juste sur la ligne de crête, on va dire qu'on a un R01, ce qui est un chiffre que maintenant tous les gens comprennent. Si on assouplit les mesures de limitation de l'épidémie, dans ces cas-là, le R0 va passer au-dessus de 1 et on va avoir une situation... Donc on n'ouvre pas les bars, les restaurants, on n'ouvre pas les remontées mécaniques dans les stations de sport d'hiver. Je vous rappelle qu'on peut faire du ski de fond quand même. Donc, oui, voilà. Moi je ne suis pas contre le ski de piste, je vous le dis franchement, même si j'en fais pas. Oui, bien. Fermeture des établissements scolaires. Vous avez une crainte ou pas? Moi, sur les établissements scolaires, oui, j'ai toujours eu une crainte, parce que je pense que ça circule bien dans les établissements scolaires. D'ailleurs, vous voyez, les Allemands, ils ont fermé les écoles. Enfin, parmi les premières mesures que prennent les pays quand ils reconfinent, ils ferment les écoles. Donc, si l'on constate une accélération, il faut immédiatement fermer les écoles.
C'est pas ce que j'ai dit, parce qu'en France, vous savez, on a une situation un peu particulière. Bon, apparemment, on fait pas tout à fait comme les autres de ce point de vue-là, mais je pense qu'effectivement, il faut envisager. Là, ça nous réussit. Oui, ça nous réussit. En ce moment, ça nous a pas toujours réussi, voilà. mais là, ça nous réussit. On est juste sur la ligne de crête, donc il faut pas. Enfin, je pense qu'il faut pas crier victoire. Il faut être très très prudent et savoir que ça peut basculer à tout moment, malheureusement. Le télétravail, pas d'assouplissement. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas assouplir le télétravail. Je pense même que c'est une clé du contrôle de l'épidémie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs outils pour contrôler cette épidémie. Et il suffit qu'on baisse le pied sur un des outils, par exemple le télétravail, et puis l'épidémie va repartir, quoi. Ou on peut baisser aussi le pied sur les universités, par exemple. Est-ce qu'il faut les réouvrir ou pas? Vous voyez, c'est sur des petits points comme ça de détail que ça devient de plus en plus difficile pour les étudiants, Enrico. Oui, je sais. Vous savez, j'ai un enfant qui est étudiant, donc oui, je sais que ça devient de plus en plus difficile pour les étudiants. Ils demandent le présentiel. Certains d'entre eux demandent le présentiel, oui, effectivement. Je sais. Couvre-feu. C'est efficace le couvre-feu. Est-ce que c'est efficace? Honnêtement, je ne sais pas. Vous ne savez pas. C'est-à-dire, à un moment où il y avait le couvre-feu en même temps que les vacances scolaires à l'époque de Toussaint, ça a été efficace. Mais on ne sait pas très bien si c'est les vacances scolaires ou le couvre-feu. Là, on va bien voir, puisqu'on va voir le couvre-feu et qu'on reprend l'école. Donc on va bien voir ce qui joue. Pourquoi ne pas totalement fermer nos frontières avec la Grande-Bretagne? Comme vous avez pu voir, on a un problème avec les fermetures des frontières, avec le respect des quarantaines pour les voyageurs qui arrivent de l'étranger. On l'a depuis le début, on avait déjà alerté dès le mois de mai. Il faudrait fermer la frontière avec la Grande-Bretagne aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Honnêtement, je pense que le virus, il est déjà, le fameux variant. Je vais vous parler du variant, je pense qu'il est déjà chez nous. Faut pas, chez nous. Oui, il ne faut pas rêver, quoi, évidemment qu'il est. Est-ce que vous l'avez croisé à la Pitié-Salpêtrière? Non, je ne suis pas sûr de l'avoir croisé à la Pitié-Salpêtrière, parce que je ne connais pas toujours les souches qui correspondent aux malades qu'on a d'hospitaliser. Mais on sait qu'il est là. D'ailleurs, Martin Hirsch l'a dit, en début de semaine. Une dizaine de cas. L'équipe de rugby de Bayonne, je crois, c'est ce variant-là aussi qui l'a infecté quand ils ont rencontré l'équipe de Leicester. Voilà, d'ailleurs, ils ont rencontré une équipe anglaise et ils se retrouvent infectés. Eric Combe, nous voulons tout savoir sur ces variants. Il y en a combien? Il y en a deux, je crois. Il y a un variant d'Afrique du Sud, venu d'Afrique du Sud, et un venu de Grande-Bretagne. Il y en a d'autres. En fait, voilà, c'est ça. En fait, les variants, il y en a plein. Il y en a plein, moi, je ne me prends pas trop la tête avec ces variants, je vous avoue, franchement. Non, ça peut vous apparaître bizarre. Mais mais vous savez plus que moi. Donc. Que ça soit le variant X, Y ou Z, finalement, c'est les mêmes mesures de prévention qu'il faut appliquer. Donc je pense que c'est pas parce qu'il y a un variant qui circule plus que l'autre qu'il faut relâcher les mesures de prévention. Mais ces variants qui ont été découverts en Grande-Bretagne, essentiellement. En Afrique du Sud, il y en a aussi au Danemark, je crois. Ça a été découvert dans les pays où ils les surveillent, quoi, tout simplement. Où ils les surveillent, Nous ne surveillons pas en France, non? On surveille pas super bien, mais bon, apparemment, ça va se faire. Et ça se fait. Et ça se fait. Bon, parce que ces variants, quelle différence avec le virus que nous connaissons depuis un an? La seule chose qui doit nous inquiéter en matière de variants, je pense, c'est est-ce que ça peut échapper au vaccin ou pas. Vous voyez, je pense que c'est la question clé. Le reste, de toute façon, c'est une maladie qui se transmet par voie respiratoire. On a parlé d'un R0 à 2 avec ce nouveau variant et on s'en inquiétait. Donc plus contagieux, dit-on? En fait, le R0, il était à 2,5, voire 3, même 4 en plein mois de mars avec le variant précédent. Donc en fait, pour moi, le variant... Oui, il faut les surveiller, évidemment, c'est important sur le plan virologique, mais ça ne doit pas dispenser de respecter les mesures de prévention, et notamment tester, tracer, isoler, dont vous avez remarqué qu'on ne parlait plus du tout aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'en parle plus du tout. Et ça, à mon avis, c'est un vrai problème. Les gens ont oublié qu'il fallait aussi s'isoler quand on était malade. Donc je pense que mettre le paquet sur la vaccination, c'est bien, évidemment, je ne veux pas dire le contraire, puisque je suis moi-même vacciné, mais parler de tester, tracer, isoler, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. De la même manière, il ne faut pas oublier l'isolement. Ce variant, il paraît que ce variant du virus fait que le virus se transmet plus facilement. C'est vrai, c'est-à-dire, ils ont dit le R0 est à 2, alors il se transmet plus facilement. Mais j'ai envie de leur dire, le R0, il était à 3 ou à 4 c'est ce que vous disiez. Virus. Il paraît qu'il se transmet plus facilement aux enfants. Du moins que les enfants seraient plus contagieux. Moi, j'ai jamais douté que les enfants se passaient le virus entre eux dans les écoles et qu'après, ils pouvaient contaminer éventuellement leurs parents et leur famille. Je pense pas que ça soit une découverte, là, non plus. Ce variant, donc on ne sait pas s'il est sensible au vaccin. On ne sait pas si le vaccin nous protège contre ce variant. Notamment le seul vaccin que nous avons aujourd'hui, qui est Pfizer-BioNTech. On ne sait pas.
On ne sait pas, mais bon, a priori, ça protège. Mais c'est vrai je ne peux pas vous le dire, je peux pas vous l'affirmer de manière formelle. Il paraît que ces variants s'installent sur, je me suis renseigné, sur la protéine du coronavirus qui permet de s'attacher aux récepteurs des cellules humaines. Oui, la protéine, la fameuse spike. Ouais, spike, oui. Oui, vous allez avoir des mutations, effectivement, dans la protéine spike. Oui. Tous les virus mutent, se répliquent. Oui, effectivement, c'est le cas. Tous les virus Donc, ARN ont un potentiel de mutation très important. À chaque fois qu'ils se transmettent, ils mutent. Donc, bon, voilà. Oui, donc pas de quoi, vous dites, il ne faut pas s'inquiéter. Non, moi je ne m'inquiète pas outre mesure. Je pense qu'il faut insister sur la prévention qui est la même quel que soit le variant. Voilà. Quel que soit le variant. Et qu'il ne faut pas relâcher les efforts en matière de prévention. Est-ce que les tests PCR nous permettent de savoir si on est infecté par un variant du Covid-19 ? Non. De la Covid-19 ? Non, il faut faire des techniques de biologie moléculaire plutôt compliquées. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles n'étaient pas faites en routine, sauf au Royaume-uni, où elles étaient faites assez largement, et c'est comme ça qu'ils s'en sont rendus compte. Vous disiez le 7 décembre. Je vais vous citer. Allez-y. Si nous ne sommes pas raisonnables le soir de Noël et du Nouvel An, il y aura un rebond. Ouais. Donc vous le répétez, vous rediriez la même chose. Vous direz, nous allons voir si nous avons été raisonnables ou pas. Nous ne savons pas encore s'il y aura rebond, mais s'il y aura rebond, il sera terrible. Il ne sera pas forcément terrible, tout dépendra de la manière dont on respecte les précautions d'isolement. Non, je ne pense pas qu'il sera forcément terrible. Mais bon, il peut être inquiétant potentiellement. Vous savez, on laisse filer l'épidémie comme l'ont fait les Anglais, où ils ont laissé l'épidémie filer pendant quelques semaines avec un R0 supérieur à 1. Et bien à un moment, si vous voulez, ça s'exponentialise. C'est ce que nous faisons là aujourd'hui. Non, je vous voyez pourquoi j'insiste, parce que je me dis, est-ce que nous sommes en train de laisser filer l'épidémie ? Voilà, il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire très attention. Oui. On ne peut pas répondre à cette question précisément aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on pourra y répondre avec précision. Professeur Combe, nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale. C'est ce que disait Olivier Véran hier matin sur RTL. Est-ce que vous dites comme l'opposition que la France est la risée du monde et que nous sommes humiliés ? Non, je n'ai pas envie de dire ça. Non, moi j'ai envie de dire il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors bon, ceci étant, ça a été un des mantras au cours de cette épidémie, puisqu'on a quand même eu beaucoup de retard dans certains domaines. On va pas revenir là-dessus, c'est pas utile. Et là, je pense que voilà, on a aussi un petit retard. Après, je vous rappelle qu'à mon avis, il n'y avait pas les doses en quantité suffisante. On nous dit qu'on a reçu 500 000 doses avant le 31 décembre. Oui, c'est ça, on les a reçues avant le 31 décembre. Pardon, je voudrais comprendre. Vendredi... je dois recevoir, nous verrons, le professeur Alain Fischer, qui est Monsieur Vaccin, qui va répondre à cette question. Mais moi, je ne comprends pas. On nous dit qu'on a reçu 500 000 doses avant le 31 décembre, et hier, le ministre de la Santé nous dit on a vacciné 5 000 personnes. Oui, non, mais c'est évident qu'on n'a pas été très bon, on ne va pas dire le contraire. De toute façon, tout le monde le reconnaît, et je pense que même le gouvernement le reconnaît de toute façon. Donc, c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, si je peux dire. L'essentiel, c'est de se mettre en ordre de marche pour vacciner le plus grand nombre de personnes possible, le plus rapidement possible, et d'être efficace et rapide, voilà. Oui, non, mais d'accord, les doses, on ne peut pas les garder indéfiniment, j'imagine. Non, et alors c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus traîner. Alors je rappelle que les doses, quand on dit qu'elles sont arrivées avant le 31 décembre, c'est vrai, mais si elles sont arrivées le 29 décembre ou le 30 décembre, en plus c'est le week-end du Nouvel An, s'organiser, c'était pas évident. À Paris, il y avait qu'un endroit où on vaccinait, c'était l'Hôtel-Dieu. Oui. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'endroits où on vaccine et demain, il y en aura une centaine. À propos de la vaccination à l'Hôtel-Dieu, les soignants, vous parliez tout à l'heure, vous êtes soignant, vous avez été vacciné. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ? Alors c'est un problème très délicat, mais vous avez raison de le souligner. Moi, c'est une question que je pose parce que... Moi, je peux vous répondre. Alors allez-y. Personnellement, à titre individuel, je pense que la vaccination contre la grippe ou contre le Covid doit être obligatoire chez les soignants. Voilà. Obligatoire chez les soignants. C'est ce que je pense, parce qu'il y a d'autres vaccins qui sont obligatoires chez les soignants. Par exemple, le vaccin de l'hépatite B est obligatoire chez les soignants. Oui, c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, et donc on ne voit pas pourquoi le vaccin pour l'hépatite B serait obligatoire et pas le vaccin contre la grippe ou contre le Covid, alors qu'il y a des transmissions qui se font en milieu hospitalier. C'est essentiel que les soignants soient vaccinés. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental. Et il faut pouvoir les convaincre et malheureusement, on n'est pas forcément très bon dans ce domaine. Justement, dans votre hôpital, les soignants, que disent les soignants, que disent les personnels de votre hôpital ? Est-ce que vous sentez qu'ils ont envie de se faire vacciner ou pas ? Je parle
des médecins, mais il n'y a pas que les médecins, hein, évidemment. Je peux vous dire je parle des aides-soignantes, je parle des aides-soignants, des infirmiers, des brancardiers. C'est très générationnel, en fait. Hein. C'est-à-dire, je peux vous dire que toutes les personnes au-dessus de 60 ans, et notamment avec comorbidité, qui appartiennent au monde médical ou paramédical, ils veulent être vaccinés, eux, hein, il n'y a pas question. Par contre, les personnes de 20 ans ou de 30 ans n'ont pas forcément envie d'être vaccinées, c'est vrai. Bien. Des centres de vaccination vont être installés, ça c'est une bonne mesure. Enfin. Même si le terme de vaccinodrome est un peu galvaudé, mais effectivement, c'est une très bonne idée. Il faut passer à la vitesse supérieure. Alors, vous parliez des doses, des quantités de doses. Il y a une réflexion aujourd'hui sur l'utilisation des vaccins. Certains disent on pourrait retarder l'administration de la seconde dose. Ça permettrait de vacciner plus de personnes. On pourrait administrer, je ne sais pas moi, une demi-dose. Enfin, la demi-dose, je pense qu'avec le vaccin Pfizer, on n'a pas montré que c'était un schéma efficace. Par contre, avec un autre vaccin, effectivement, on a montré accidentellement que ça pouvait être un bon schéma. Mais je pense que, non, pour l'instant, il faut se fixer au schéma qui avait été décidé, avec une injection toutes les 3 semaines. Et puis, déjà, faisons-les, parce que pour l'instant, on n'est même pas capable de les faire. Hein. Oui, pour l'instant, on est à 5 000. Je rappelle, on est à 5 000. Voilà, exactement. Donc, avant d'envisager d'en faire moins... Oui, je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. Pfizer-BioNTech... c'est le seul vaccin disponible. Pour l'instant. Bientôt Moderna. Aujourd'hui, on attend aujourd'hui. On l'espère. On l'espère. Oui. Quelle est la différence? C'est la conservation. Hein. Oui, c'est-à-dire c'est le vaccin Pfizer, c'est moins 70, et le vaccin Moderna, c'est moins 20. Oui, c'est encore difficile. Et le vaccin Pfizer, c'est un flacon 5 doses, alors que Moderna, c'est dose par dose. Donc ça sera beaucoup plus beaucoup plus facile à utiliser. C'est-à-dire un flacon 5 doses. Oui, donc ça nous oblige à... On a commencé hier dans mon service, on est obligé de faire quelques manipulations, de préparer des seringues à l'avance, mais bon, ça n'a rien de... On a fait ça pour d'autres vaccins, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. C'est-à-dire un flacon, au lieu de vous faire une dose, il vous fait 5 doses, si vous voulez. Donc vous êtes obligé de remplir 5 seringues à la suite. 5 seringues à la suite. Voilà. Donc on attend Moderna. Moderna sera plus facile à utiliser, en espérant. Quant aux autres vaccins, AstraZeneca. Et ensuite, il y aura AstraZeneca qui va arriver, je pense, puisque c'est celui qui est le plus avancé. AstraZeneca, vous y croyez beaucoup? Vous pensez que... Oui, j'y crois. Il a l'air un peu moins efficace, mais il faut voir à l'usage. De toute façon, plus on aura de vaccins, mieux ça sera, parce qu'il va falloir vacciner en grande quantité. Hein. Je vous rappelle qu'on ne se sortira de cette épidémie que par l'immunité collective, qu'elle soit naturelle ou vaccinale. Et il vaudrait mieux qu'elle soit vaccinale que collective, que naturelle. Donc le vaccin est essentiel, même si on ne sait pas. Je ne sais pas. Vous êtes vacciné. Vous ne savez pas si vous n'allez pas me transmettre... Non, parce que vous êtes masqué, mais... Oui, j'ai gardé mon masque, parce que j'ai pas envie de vous transmettre la maladie, ça serait pas un cadeau sympathique de Nouvel An. Mais honnêtement, non, je pense qu'il faut rassurer les gens quand même. Hein. Si on diminue le nombre de malades, on diminue forcément la circulation du virus, et même si on n'est peut-être pas efficace sur le portage, je pense que sur la contamination, on sera efficace. Alors là, je pense, hein, je n'en sais rien, en fait, ça n'a pas été prouvé sur le plan scientifique. C'est un peu du bon sens, si vous voulez. On sait que la transmission dépend de la quantité de virus que vous avez dans vos voies aériennes. Donc plus vous avez une quantité de virus faible, moins vous êtes contagieux. Je voudrais terminer sur ces 2 vaccins à notre disposition, enfin Pfizer pour l'instant et bientôt Moderna, technologie de l'ARN messager. Je voudrais préciser, parce que beaucoup s'inquiètent encore des dangers potentiels, disent-ils, de l'ARN messager. Mais rappelons, vous allez me contredire si je dis des bêtises, que l'ARN messager n'entre jamais en contact avec le noyau de nos cellules, donc avec notre ADN. C'est exact, je vous confirme. Il n'y a rien à craindre de ce point de vue-là. Il n'y a rien à craindre en tout cas, que l'ARN rentre dans un noyau, ça c'est pas possible. Que l'ARN rentre dans un noyau. Non, c'est pas possible. Donc ces vaccins ne peuvent pas nous inquiéter, ne doivent pas nous inquiéter. La nouveauté fait peur. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? En même temps, parce que vous êtes habitué, vous êtes un habitué des maladies infectieuses, vous êtes un habitué des vaccins, vous les utilisez à longueur d'année. Il y a combien de vaccins aujourd'hui disponibles? Il y en a une vingtaine au moins. Une vingtaine au moins? Oui, au moins. Et on les administre régulièrement. Dans le cas de la médecine des voyages, par exemple, on passe notre temps à vacciner les gens, et sans problème majeur. Quand même, je pars en voyage, en Afrique ou ailleurs. Bon, je parle de l'afrique, mais ça peut être en Asie ou ailleurs. Contre la fièvre jaune. Exactement.
Exactement. Voilà. Et là, je n'ai pas, parce que je pars en voyage, je n'ai pas de réticence à me faire vacciner. Oui. Et pourtant, je reste en France, il y a un virus, et là, je suis réticent à me faire vacciner. Voilà. Et pourtant, le vaccin fièvre jaune, il y a des effets indésirables qui ont été bien répertoriés. Et qui sont plus importants. Qui sont plus importants que ceux qu'on a répertoriés avec le vaccin Pfizer ou même Moderna, avec le recul qu'on a, puisqu'on n'a pas un recul de plusieurs mois. Mais par exemple, les effets indésirables avec le vaccin fièvre jaune, on les a dans les jours qui suivent. Dans les jours qui suivent. Donc là, moi, je suis plutôt rassurant avec ce vaccin. Vous êtes en pleine forme. Mal au bras pendant, vous avez plus mal 24 heures, mais je préfère avoir mal au bras que de me taper 15 jours en réanimation. Il faut que ça soit clair pour tout le monde, tous les gens qui nous écoutent. Merci, professeur Combe, d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Merci. 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV.